Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec une image à travers cette citation attribuée à Alexander Den Heyer qui dit « Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. » Alors j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle déculpabilise. Elle nous rappelle que si nous allons mal, ce n'est pas une question de fragilité personnelle. Mais cette image peut paraître aussi incomplète, parce qu'une fleur n'est pas seulement dépendante de son environnement, elle a aussi une nature propre, un fonctionnement, des besoins spécifiques. Et parfois, elle doit apprendre aussi à mieux se connaître pour fleurir durablement. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que le burn-out ne naît ni seulement d'un individu, vous l'aurez compris dans ma citation, la fleur, ni seulement d'un environnement. Il naît à la rencontre entre les deux. Et l'épuisement ne vient pas toujours de ce qu'on pense. Alors, petit aparté un petit peu théorique, dans l'approche neurocognitive et comportementale à laquelle j'ai été formée, on parle aussi de biosystémique. La biosystémique, c'est une méthode d'analyse et de gestion des systèmes complexes, comme les organisations ou les familles, composées d'éléments vivants. L'objectif, c'est de rendre en fait un système biocompatible, c'est-à-dire compatible avec le fonctionnement propre à l'espèce humaine. En fait, autrement dit, un système peut être performant sur le papier et profondément non biocompatible pour les humains qui y travaillent. Et quand un système devient durablement non compatible, biocompatible, ce ne sont pas seulement les résultats qui en pâtissent, ce sont les personnes. Et ça, c'est fondamental. Et c'est là où je reviens à mon image avec la fleur, parce que ça veut dire que le problème n'est pas tant la fleur, c'est parfois le climat dans lequel elle pousse. Alors dans cette première partie, je vais vous parler du mythe du trop de travail. Ici, on va faire le lien avec les facteurs qui sont propres à l'environnement professionnel. Alors, quand les personnes arrivent vers moi, que ce soit en conférence, en coaching, j'entends quelquefois cette phrase je comprends pas, moi je fais pas tant d'heures sup que ça, ou alors oui, j'ai beaucoup de travail, mais c'est pas délirant non plus. Et derrière cette phrase, en fait, il y a une confusion qu'on a souvent, qui est d'intégrer une réalité qui est très simpliste, qui est que burn-out égale trop de travail. Alors en fait, la réalité, elle est bien plus subtile que ça. Si je remonte historiquement à la psychologue Christina Maslach, dont les travaux font référence depuis plus de 40 ans dans le domaine du burn-out professionnel, en fait, elle a identifié 6 grands facteurs de risque organisationnel. Donc là, on est au niveau de l'environnement. Premier grand facteur, cette fameuse charge de travail. Alors, c'est pas forcément avoir beaucoup à faire. La charge de travail, ce n'est pas qu'une question de quantité. Bien sûr, ça en fait partie. Mais c'est aussi et surtout toute la pression qu'il y a autour. Cette pression, elle vient de quoi? Elle vient des délais qui sont parfois trop courts, irréalistes, des objectifs qui sont exigeants, sans moyens adaptés pour les réaliser, pour les atteindre. Ça peut être aussi l'accumulation du courant qui est non fait, l'absentéisme récurrent des autres collègues qui surchargent ensuite l'équipe, les interruptions permanentes dans un open space, par exemple, ou dans un bureau. Alors moi, je les appelle les fameux « t'as une minute » qui durent en fait 20 minutes, voire 1 heure, ou qui finissent sur une réunion qui n'était pas prévue, ce qui entraîne un morcellement constant de notre temps qui épuise énormément le cerveau. Mais il y a aussi une forme de surcharge qui est bien plus insidieuse et qui est liée à l'organisation du travail. Ça peut être, par exemple, un cahier des charges qui est pas clair, des responsabilités qui sont mal définies, une organisation hiérarchique qui est confuse, on ne sait pas forcément à qui s'adresser, il y a des doublons dans la hiérarchie.
des incohérences, un organigramme qui est pas clair. Et quand on comprend pas forcément et exactement ce qui relève de soi ou ce qui relève de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On compense, on va vérifier l'information, on va anticiper, on va se couvrir éventuellement en cas d'erreur. Bref, cette charge cognitive, en fait, invisible, elle est extrêmement énergivore. Et là, encore une fois, c'est pas forcément plus d'heures. Alors bien sûr que la plupart du temps, en général, quand on fait ça, ça entraîne plus d'heures, plus de temps de travail, mais pas forcément. C'est aussi et surtout plus d'incertitude, plus de confusion, de désorganisation. Et cette incertitude chronique, en fait, elle épuise profondément le système nerveux. Alors le deuxième grand facteur évoqué par la psychologue, c'est le manque d'autonomie décisionnelle. Alors ici, on va retrouver le côté où on a un contrôle, on va dire, qui est trop pesant sur soi et qui fait qu'on a peu de marge de manœuvre dans notre activité. On peut aussi parler des fois de micromanagement ce qui entraîne aussi des demandes permanentes de validation ou d'autorisation. Donc là, il y a vraiment un manque d'autonomie décisionnelle, de manque d'autonomie dans notre quotidien professionnel. Le troisième grand pilier, le troisième grand risque, c'est le manque de reconnaissance. Alors le manque de reconnaissance, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ça peut être autant matériel que symbolique. C'est pas forcément le salaire. Ça peut être le manque de feedback, le manque de valorisation de l'effort, le manque de considération. Mais il y a aussi, derrière ce manque de reconnaissance, la perte progressive des avantages sociaux, la diminution des primes, la stagnation salariale ou également en termes d'évolution de carrière. Et quand vous donnez toujours autant, mais que vous recevez de moins en moins, l'équilibre se rompt. Et à long terme, ça devient toxique. Alors le quatrième grand facteur organisationnel, c'est le manque d'équité ou l'injustice. Là, ici, on va retrouver tout ce qui est inégalité de traitement entre les collègues, entre les équipes, éventuellement entre les services, le favoritisme éventuel, les décisions qui sont incompréhensibles et le manque de transparence, par exemple, dans les décisions qui sont prises au sein des équipes ou entre les différentes personnes. Le cinquième grand facteur organisationnel, c'est le conflit de valeurs. Alors le conflit de valeurs, on peut le prendre au sens large, mais ici, il est surtout compris au sens de la différence entre ses valeurs propres personnelles et les exigences imposées par l'emploi lui-même. Donc c'est un petit peu ce côté où ce que je fais ne correspond plus à ce en quoi je crois, en termes notamment de qualité. Donc ce que je fais, ce qu'on me demande de faire, en fait, ne me permet pas d'y consacrer la qualité que j'estime nécessaire dans ce travail ou dans cette tâche. Et enfin, le sixième grand facteur organisationnel, c'est la dégradation du lien social. Alors ici, on va retrouver tout ce qui est en lien avec le manque de soutien ou de collaboration qu'il y a entre collègues, les conflits au sein des équipes, le climat de travail, les plaintes des collègues, voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais le climat de travail, c'est pas que relationnel. Ça peut être aussi lié à l'environnement dans lequel on évolue au quotidien. Et là, encore une fois, c'est propre à chacun. On est tous différents, on n'est pas du tout égaux par rapport à ça. Ça peut être un open space trop bruyant, des bureaux qui sont impersonnels, le fait qu'on ne puisse pas personnaliser un petit peu nos bureaux. Ça peut être aussi l'absence de bureaux attitrés. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui est très bien accepté. Ça peut rejoindre aussi le côté, le côté un peu brouhaha, le trop de passage autour de soi, le fait d'être dans un lieu de passage, l'impossibilité de se concentrer du coup dans cet environnement. Ou alors à l'inverse, ça peut être aussi un isolement excessif. Le cerveau humain a besoin d'un environnement relationnel et sensoriel stable, en fait, pour travailler. Sinon, il reste en hypervigilance permanente. Alors, dans la première partie, on a vu justement ce qui épuisait en termes d'environnement, en termes de climat, en termes d'organisation. Et maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir ce qui épuise au-delà de ce facteur travail. Donc, c'est vraiment les facteurs qui sont propres à l'individu, qui sont intrinsèques. Dans une même équipe, dans un même service, on l'a vu, des personnes avec les mêmes contraintes sont inégales. Certaines peuvent s'épuiser, d'autres moins. Même si, et ça je le répète, en général, une personne qui s'épuise, une personne qui fait un burn-out dans une équipe est en général le lanceur d'alerte de quelque chose qui se passe au niveau du système. Donc on rejoint la partie plutôt numéro 1. Je rejoins ici la question de la biosystémie, encore une fois. On parle du système. Donc, mais même si cette personne en général est le symptôme, on va dire, d'un dysfonctionnement du système,
Il reste néanmoins une réalité qui est que certaines personnes s'épuisent et d'autres pas, ou en tout cas moins. Pourquoi? Parce que ce qui épuise aussi profondément, ce sont les mécanismes intérieurs de la personne, ou alors d'autres facteurs, mais qui sont liés plutôt à la personne et à l'individu. Alors ici, attention, je ne parle pas de défaut ni de faiblesse, je parle au contraire, la plupart du temps, encore une fois, de qualités qui sont poussées à l'extrême. Ce sont des mécanismes qui sont beaucoup plus invisibles et parfois inconscients. Alors, première caractéristique qu'on retrouve fréquemment, c'est ce que j'appelle la pression intérieure. C'est une forme de pression en fait qui ne vient ni des objectifs, ni du management, ni de l'extérieur, mais qui vient de soi et de l'intérieur. C'est vraiment cette pression qui nous pousse à vouloir bien faire, à être irréprochable, à ne pas décevoir, à tenir coûte que coûte. Et en fait, ça rejoint vraiment ce très haut niveau d'exigence qu'on a envers soi, parfois et souvent aussi envers les autres, et donc des attentes élevées envers soi et envers les autres. Ça rejoint aussi un système de valeurs assez fort, avec un sens du devoir très développé, une loyauté forte envers l'équipe, envers l'entreprise, envers la mission qu'on nous a confiée, une capacité à surmonter les obstacles sans demander d'aide. Et beaucoup de personnes que j'accompagne sont profondément engagées, en fait, consciencieuses, compétentes et investies. Et elles ont souvent cette phrase en commun, c'est une phrase qui revient assez souvent, c'est « j'ai pas l'habitude, moi, d'abandonner ou de renoncer ». Et puis souvent, personne, en fait, ne leur demande explicitement autant qu'elles-mêmes se demandent à elles-mêmes. Alors elles compensent, elles absorbent, elles serrent les dents, parce qu'abandonner n'est absolument pas une option, parce que décevoir serait totalement insupportable, parce que leur valeur personnelle, finalement, est intimement liée à leur capacité à être forte. Et donc, c'est pas seulement la pression extérieure qui les épuise, c'est vraiment cette pression intérieure constante, cette exigence silencieuse, comme on pourrait le dire, cette loyauté qui les empêche de lâcher, et cette conviction qu'il faut continuer même quand le corps commence à dire stop. Le deuxième facteur que je voudrais aborder à présent est en fait finalement intimement lié au premier, parce que derrière ce très haut niveau d'exigence, il y a parfois autre chose qui se cache. Il y a souvent une attente silencieuse, à savoir être vu, être valorisé, être reconnu. C'est ce fameux besoin de reconnaissance qu'on a vu, un besoin profondément humain, parce que nous sommes des êtres sociaux. À l'époque préhistorique, être exclu du groupe signifiait danger de mort. Et aujourd'hui encore, être vu, entendu, reconnu nourrit notre sentiment d'existence. Ce besoin, il n'est pas anodin. La recherche sur le burn-out l'a bien identifié, puisque, on l'a vu précédemment, le manque de reconnaissance fait partie des facteurs majeurs de désajustement dans l'environnement professionnel. Mais là où ça se complique, c'est quand cette quête de reconnaissance prend une place centrale, voire vitale, quand on y met beaucoup d'émotionnel et quand notre valeur personnelle commence à dépendre du regard extérieur. On parle alors dans le jargon neurosciences, dans notre jargon, d'hyper-investissement émotionnel, c'est-à-dire qu'on investit énormément d'énergie dans le travail parce qu'on y cherche une validation, une preuve de valeur, la confirmation qu'on est à la hauteur, et on le recherche à l'extérieur. Et quand cette reconnaissance ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? On en fait encore plus, on compense, et puis potentiellement, on va jusqu'à l'épuisement. Le troisième point que je voulais aborder au niveau de la personne, au niveau de l'individu, c'est le fait de savoir poser ses limites. Alors on entend souvent que les personnes en burn-out ne savent pas poser leurs limites ou ne savent pas dire non. Alors encore une fois, ici je trouve que cette idée elle est trop simpliste parce que la réalité est bien plus nuancée que ça. Alors oui, parfois il existe une difficulté à poser des limites, à s'arrêter, à s'écouter, à dire non, à reconnaître ses propres besoins finalement, qui fait qu'on n'arrive pas à poser les limites à temps puisqu'on n'est pas conscient de ses besoins. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai accompagné des personnes qui ont su exprimer leurs limites, qui ont tenté de déléguer, qui ont dit non à certaines demandes, à certaines personnes, et pourtant elles se sont quand même épuisées. Alors pourquoi? Parce que poser une limite ne garantit pas qu'elle sera forcément entendue ou respectée.
Dans certains environnements, les demandes reviennent, les urgences persistent, les priorités ne changent pas. Et parfois, c'est pas forcément une question de mauvaise volonté, hein, c'est l'organisation aussi qui n'a pas forcément les ressources, les moyens, la clarté ou la structure nécessaire pour absorber le refus, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Alors la pression continue, revient sur la personne, sur l'individu. Et face à cette pression, beaucoup finissent par se suradapter, en fait. Donc les personnes finissent par relativiser, minimiser leurs besoins, encaisser et finalement finissent par se taire. Progressivement, c'est plus seulement une question de savoir dire non ou de savoir poser une limite, c'est aussi une question de s'autoriser à s'écouter, même quand le contexte ne change pas. Et ça, c'est plus compliqué. Donc le problème, c'est pas seulement de poser la limite. Le problème, c'est quand le système ne permet pas que cette limite soit respectée. Et enfin, le quatrième point que je tenais à partager ici, qui est finalement un petit peu qui est la source potentielle des points précédents, c'est que si on va un peu plus loin, pourquoi en fait est-ce que je fonctionne comme ça? Quand je dis encore une fois, quand je dis je fonctionne, c'est pas qui je suis, c'est qu'est-ce qui fait que j'agis de cette manière-là? Qu'est-ce qui fait que je crois ce que je crois? Pourquoi est-ce que j'ai cette exigence si forte envers moi-même? Pourquoi est-ce que j'ai cette loyauté extrême? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette difficulté à ralentir ou à éventuellement poser des limites, écouter les signaux de mon corps et surmonter les obstacles coûte que coûte comme je le fais? Alors, en analyse transactionnelle, on parle de drivers. Ce sont des injonctions, en fait, inconscientes, des messages contraignants intériorisés très tôt et dans l'enfance et qui ont été interprétés, en fait, par l'enfant, de manière assez inconsciente, hein, comme pour être aimé, je dois être. Alors, il y a plusieurs drivers, il y en a 5. Je dois être parfait, donc il y a le soi parfait. Je dois être fort, je dois faire des efforts, je dois faire plaisir ou je dois me dépêcher. Donc ce sont ces 5 drivers. Alors bien sûr, ces drivers, ils ont des aspects positifs. Ces drivers, ils nous ont aidés à réussir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a surmonté des obstacles, on a réussi à persévérer. Il y a plein de choses positives, des aspects positifs. Mais dans un environnement exigeant, ils peuvent devenir des pièges. Et le burn-out, justement, je reviens encore à ça, naît à la rencontre entre un système, encore une fois, qui est exigeant, potentiellement dysfonctionnel, et un fonctionnement interne qui est lié à l'individu, qui, la plupart du temps, ne s'autorise pas à lâcher, à s'écouter. Et le 5e point, le dernier point que je voulais aborder au niveau individu, au niveau de la personne elle-même, qui est une caractéristique qui est justement importante à prendre en compte dans le cas de l'épuisement professionnel, ce sont les profils neuroatypiques. Parce que certains profils sont potentiellement plus vulnérables à ces désajustements au niveau du système, à ce qui se passe au niveau de notre environnement, au niveau du climat, si je reprends encore cette image de la fleur. Et quand on ne connaît pas son propre fonctionnement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se suradapter encore plus, on va compenser, on va masquer et puis on va s'épuiser silencieusement. Et du coup, quand on passe sa vie à compenser un fonctionnement en fait qu'on ne comprend pas parce qu'on n'en est pas conscient, l'épuisement, il arrive encore plus vite et les rechutes sont quasi inévitables. Alors en conclusion, non, ce n'est pas seulement la charge de travail qui vous épuise, et ce qui épuise vraiment, c'est l'interaction. L'interaction entre ce qui vous est imposé et ce que vous vous imposez. Entre un environnement exigeant, parfois flou, incohérent, mais parfois aussi relationnellement difficile, et cette partie de vous qui veut bien faire, qui veut tenir, prouver, ne pas décevoir. Mais le burn-out, c'est aussi autre chose. C'est aussi une question de suradaptation. Le stress, à la base, est une énergie d'adaptation. Il nous aide à faire face, à répondre, à nous ajuster. Mais lorsque cette adaptation devient permanente, lorsqu'elle se prolonge dans le temps, que l'organisme reste en tension chronique, alors on ne s'adapte plus, on se suradapte. Et cette suradaptation prolongée à un environnement ou à des conditions qui ne sont plus compatibles avec nos besoins finit par mener au point de rupture, le burn-out. Alors à présent, je vous invite à faire un pas de côté. Regardez le climat, l'environnement, et posez-vous la question. Quel est le vent qui souffle en permanence sur moi? Est-ce que je peux m'abriter, poser un cadre, me protéger? Ou est-ce que je me bats contre une tempête que je ne peux pas arrêter? Et puis, tournez le regard vers vous, vers la fleur, et posez-vous la question. De quoi ma fleur a-t-elle besoin pour vivre?
Est-ce que le sol respecte la nature de ma fleur ou va-t-il à l'encontre de ce qui est important pour moi? Est-ce que j'exige de moi d'être une fleur parfaite, même quand le climat ne s'y prête pas? Est-ce que je m'adapte au point de me fragiliser? Et voilà, j'espère que cet épisode vous a éclairé, parce que comprendre l'interaction entre vous et votre environnement, c'est déjà une première étape et une étape importante. Dans les prochains épisodes, je recevrai des invités passionnants autour du burn-out, qu'ils soient professionnels ou parental, ainsi que des experts renommés. Je ne vous en dis pas plus. J'en profite aussi pour vous remercier parce qu'en 6 épisodes, vous êtes déjà plus d'1 millier à avoir écouté Retrouve ton PEPS. Donc vraiment, sincèrement, du fond du cœur, merci. Merci pour votre confiance, merci pour vos partages, vos messages qui me touchent énormément. Et si vous traversez un burn-out et que vous souhaitez aller plus loin, je serai ravie de vous accompagner. Toutes les informations sont sur mon site pepsetpotentiel.com. Voilà, alors en attendant, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer et on se retrouve bien vite pour retrouver ensemble votre PEPS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre PEPS.